Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr. Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. Choisis pas sa couleur de peau. Encore moins des tourments hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dit-on pas que chacun est égal? L'union fait la force. On parle de ce sujet qui est assez choc que de ce que je vais vous dire. C'est un chiffre, 267 000 personnes qui sont victimes. Vous allez me dire, victimes de quoi? Sachez qu'il y a un chiffre de 267 000 personnes ont été victimes d'atteintes sexuelles dans les transports en commun en 2014 et 2015. Ce sont des chiffres qui ont été dénoncés le mois dernier. Ça te surprend, Eve, ce que je dis? Non. Pourquoi? Est-ce qu'en Belgique, c'est un peu pareil? Oui, on va dire que oui, et puis il n'y a pas qu'en Belgique, même au Maroc. Oui. Dans les Parce que transports j'étais au Maroc, et je sais bien que dans les transports en commun, ça y va. Alors, je vais expliquer l'histoire. C'est qu'au moins 267 000 personnes, essentiellement des femmes, ont été, selon une estimation basse, victimes d'atteintes sexuelles dans les transports en commun de 2014 à 2015, d'après une étude de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, donc l'ONDRP, rendue publique le mardi 19 décembre dernier. Les chercheurs ont travaillé d'après l'enquête Cadre de vie et sécurité réalisée avec l'INSEE pour laquelle entre 11 000 et 14 000 individus sont interrogés chaque année sur ces questions. C'est ce qu'on a pu lire dans cette étude. Donc, interrogés sur leur passé récent, les personnes enquêtées décrivent notamment les actes à caractère sexuel, donc l'exhibition, les gestes déplacés, les attouchements ou rapports sexuels contre leur volonté, qu'elles ont pu subir. Ça, c'est ce qu'a précisé l'étude. Les jeunes femmes sont nettement plus exposées que leurs aînés. Le taux de victimation des métropolitaines ayant de 18 à 21 ans atteint 2,3%. Jusqu'à 30 ans, le taux est relativement stable et après 30 ans, je vais y arriver, il diminue régulièrement pour atteindre 0,3% pour les femmes de plus de 45 ans. L'étude de l'ONDRP indique que les femmes vivant en Île-de-France sont les plus exposées, avec 7,6% d'entre elles ayant de 18 à 21 ans qui ont reconnu avoir été victimes de ces atteintes dans les transports. L'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales reconnaît également dans son étude que ces atteintes influencent le comportement des femmes qui développent des stratégies d'évitement, de résignation ou encore de contournement. Là, je voudrais que Eve prenne la parole sur ce sujet. Qu'est-ce que tu voudrais dire et dénoncer? Mais moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec l'âge, parce que je te l'ai raconté il n'y a pas longtemps, il y a deux gars là, qui m'avaient abordé dans leur voiture, soi-disant qu'ils voulaient me raccompagner. Quand j'ai fait comme si je ne les entendais pas, et ils m'ont balancé leur canette, j'ai failli la recevoir dans la figure. Pour quel motif t'as fait ça? Pour quel motif? Parce que, soi-disant, qu'ils me trouvaient mignonne, qu'ils voulaient... donc, c'est les deux types qui se sont arrêtés à côté de moi. Ils m'ont fait « Ah, mais t'es mignonne, viens avec nous, on va te raccompagner, etc. » Et comme j'ai fait comme si je les entendais pas, ils m'ont balancé la canette. D'accord, donc tu es tellement mignonne que tu te ramasses une canette. Voilà. Ils sont logiques, ils sont contradictoires, les hommes, finalement. Tu es mignonne, je te veux, mais quand tu refuses, tu te ramasses des insultes. On peut parler des insultes aussi, hein. Des insultes et même des coups. Mais des fois, ça peut être des coups, ça peut être des menaces, ça peut être n'importe quoi, en fait. C'est tout ça parce que tu refuses une proposition. Ouais. Et dans les transports en commun, parce que tu m'en as parlé, comment ça se passe, en fait, en général, dans les transports en commun? Mais moi, ce que j'ai eu, c'est pas dans les transports en commun, c'était dans une foire. En fait, j'étais avec le père des enfants et je chantais souvent qu'on me cognait. D'accord. Tu vois, qu'on était trop proche de moi, que ça insistait. Et il y a un certain moment, je sais plus si c'était un homme ou une femme, je crois que c'était un homme, qui nous a dit « Méfiez-vous de ce type-là, parce qu'il se frotte à toutes les femmes qu'il croise, en fait. » Donc le type, il se frottait aux fesses des femmes.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est souvent dans les bus et même dans les métros. Hein. On en a vu, nous, des fois, dans les métros. Puis il y en a aussi qui, même sans attouchement, mais même par les regards insistants, quand on regarde des femmes, on regarde qui sont en jupe, tout ça, etc. Ça passe déjà par le regard, ces atteintes sexuelles, hein, qu'on le veuille ou non. Il n'y a pas forcément des attouchements. Faut pas tout généraliser. Je suis désolé. Si je peux me permettre, parce que je suis désolé. Les femmes... Attends, tu vas pas... Attends, tu prends une gamine de 14 ans. Moi, on parle des femmes, on parle pas des mineurs. Non, mais tu prends des femmes, même des femmes. Hein. Tu prends des femmes, je suis désolé, il y en a, c'est des allumeuses. Oui, hein. mais... Elles sont en mini-jupe, après elles se plaignent qu'elles se font violer, faut arrêter aussi. Ah non, je suis désolée. C'est pas la jupe qui est responsable du viol, hein. C'est le type. Hein. Je suis d'accord, mais une femme qui s'habille provocante... Et donc tu vas dire quoi? Tu vas dire aux femmes qui s'habillent en nonne pour pas se faire violer? Non, mais je suis désolé, il faut pas exagérer. Selon comment elle s'habille, faut pas... Je suis désolée, Alex, je suis pas d'accord avec toi. Oui, moi, à un certain moment, je portais des jupes longues, donc des jupes qui m'arrivaient au mi-mollet. Eh bien, il y a quand même des types qui sont quand même venus essayer de me violer, d'accord? Oui, non, mais d'accord. Après, je pense pas que c'est une histoire de tenue, hein, quand même. Je pense pas que c'est souvent une histoire de tenue vestimentaire. Je crois que ça passe déjà pour le visage, parce que c'est une femme, tout simplement. Tout simplement, ce sont des détraqués et qui trouvent n'importe quoi comme excuse, en disant oui, mais la jupe était trop courte, etc. Ce sont des excuses. Je suis désolée. Bien sûr, Eva, je suis d'accord. Et puis c'est pas une histoire de tenue, c'est une histoire effectivement c'est une histoire de comment on peut dire ça, c'est des obsédés sexuels de toute façon qui prennent la première venue à leur passage, ils s'en foutent de leur tenue. Ouais, mais faut arrêter. Et après, excuse-moi. Faut arrêter de dire que alors à ce compte-là tous les hommes sont des obsédés. À ce compte-là, si toutes les femmes en fin de compte, les femmes... Tu es en train de dire que tous les hommes sont susceptibles de violer toutes les femmes qu'ils rencontrent. Alors que c'est pas le cas, heureusement, merci, il manquerait plus que ça. Alors, mais faut arrêter. Mais non, on n'a pas... Faut arrêter de te remettre sur le dos des hommes. Je suis désolé, il y a des femmes qui le font exprès de chercher. On le sait, on l'a déjà dit ça, on l'a déjà dit que ça va dans les deux sens, on l'a déjà dit, mais c'est pas ça, c'est pas le sujet, parce que là on parle d'atteinte sexuelle. Pourquoi on parle des femmes? Parce que c'est les seules qui sont les plus touchées par les atteintes sexuelles. C'est les chiffres qui le disent, c'est comme ça. Maintenant, c'est pour ça que les femmes sont plus touchées. Après, on l'a déjà dit, hein, je crois qu'on en a parlé en novembre dernier, quand on avait parlé des violences faites aux femmes, on avait dit qu'il faut pas oublier les hommes. On l'a déjà dit ça. Ouais, maintenant, le sujet n'est pas là. Le sujet n'est pas. Non, attends, le sujet n'est pas là. Ce qu'on veut dire par là, c'est que on parle d'atteinte sexuelle dans les transports. On s'en fout que ce soit femme, homme, on n'en sait rien dans tous les sens des termes. Il y a malheureusement, ça commence par le regard, ça passe après par une approche, on va dire technique, on va dire que c'est un petit peu stratégique. Ça va dans des approches stratégiques, après ça va dans un coin et ça finit au viol. Et ça le pire, c'est qu'on ne sait pas comment... Est-ce que tu sais comment faire de la prévention par rapport à ça, Eve? Mais tu peux pas faire de la prévention, c'est impossible. À part dire aux gens de ne pas faire confiance à un inconnu, tout simplement, mais c'est pas évident de dire ça. Mais est-ce que c'est la seule chose qu'on peut dire, Eve, à ce moment-là? Est-ce qu'on doit faire confiance directement à un inconnu que tu connais pas? Ça y est, on va faire connaissance et à tout moment, tu peux te faire coincer dans une rue et te faire violer. Le problème, il est là aussi. Bien sûr. Alors, quel est ce genre de qu'est-ce qu'on peut faire comme prévention? Qu'est-ce qu'on peut donner comme message justement pour éviter que ça puisse se produire? Déjà, à l'école, je dirais, à l'école, il y a à la maison, apprendre aux garçons depuis qu'ils sont tout petits le respect des filles. Tu crois que ça... mais ça changera pas. Ça changera pas, je suis d'accord. Là, ça changera rien. T'as beau leur apprendre ça, mais je suis désolé, les garçons ne sont pas en tort à 100%. Si je peux me permettre... Je suis désolé, les filles qui s'habillent comme des putes, excuse-moi. Oh là là, je t'arrête de suite. Non, ça t'arrête de suite. Excuse-moi. Non, mais moi je t'arrête de suite avec ce mot-là, je peux pas. Non, tu dis pardon. Non, tu dis pardon. Déjà le mot pute, je l'accepte pas au micro. Non, mais je suis désolé, mais le terme. Non, mais je l'accepte pas le mot. Déjà, tu t'excuses. Ben, je m'excuse, mais merci. Voilà. Déjà, je suis désolé que tu vois que ça soit une mineure ou que ça soit une adulte, et je vais prendre une adulte qui s'habille en mini-jupe, en décolleté, et qui après va se plaindre qu'elle se fait violer, qu'elle vienne pas chercher aussi. Je suis désolé. Donc t'es en train de dire que les hommes qui l'ont violé, c'est juste des animaux en rue qui savent pas maîtriser leur pulsion. C'est plus ça que moi que oui, je pense aussi. Et pourquoi ils ont agi comme ça? Parce qu'ils ont été attirés.
Et si elle se serait Donc, habillée... t'es en train de dire que les hommes, c'est rien que des animaux qui savent pas maîtriser leurs pulsions. Ben, le pire, c'est que c'est un peu vrai, Ève, quelque part. Parce que si on Je réfléchit... suis désolé, je sais pas, s'il n'y avait s'il pas y a eu des- de provocation, je suis Ben, désolé. C'est un petit peu ça, parce que ceux qui en arrivent à cet extrême, ce sont des pervers sexuels, des obsédés qui ne pensent qu'au cul et qui prennent la première venue. Excuse-moi. Et ça marche dans tous les sens du terme, hein, si je peux me permettre. Ça marche dans les deux sens. Mais chez les homosexuels, excuse-moi, c'est pas mieux. Donc, C'est pire. donc voilà. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que oui, je suis d'accord. Je suis pas d'accord avec le fait que tu traites des femmes de pute. Ça, je ne l'accepterai pas. Ça, je t'interdis là-dessus. En revanche, là où je suis d'accord avec toi, c'est que c'est vrai que souvent les gens, les hommes agissent souvent comme ça par pulsion sexuelle et uniquement par pulsion, mais ça n'excuse pas leur acte, qu'on le veuille ou non. Ça n'excuse pas leur acte, mais je suis désolé, les filles aussi sont... Ah non, tu peux pas dire que c'est la faute des filles. Les puissances sexuelles, c'est pas la faute des filles. La puissance sexuelle, c'est pas une histoire de tenue ou de maquillage. C'est parce que c'est une femme. Attends, un mec, un obsédé, d'accord, il va ça... Je suis désolé. Et pourquoi Tu ne peux pas dire ça. Tu peux pas dire que c'est une histoire de tenue. Ouais. Bah si, je suis désolé. C'est selon comment tu t'habilles. Viens pas te plaindre si tu Donc te fais tu violer, vas pas si demander, tu vas pas interdire aux femmes de s'habiller comme elles veulent, quand même, j'espère. Bah, moi, Non, je suis désolée, qu'elle moi, s'habille en j'étais au café. mais qu'elle j'étais au s'habille en café, mini-jupe. J'étais au café avec un jeans. Hein, et il y a plein de mecs qui me regardaient. D'ailleurs, la personne que j'étais avec. Hein, Ouais, mais elle me est-ce dit- qu'ils sont passés elle à me l'acte? dit, il y a plein de mecs qui se retournent sur toi. J'étais en jeans. Est-ce qu'ils sont passés à l'acte? Non? Non. Bon alors, la différence, elle est là. Mais on s'en fout. La différence, elle est là. Tu t'habilles en Je mini-jupe. me faire violer par deux types. Mais, J'avais la jupe jusqu'au mais mi-mollet. attendez. Oui, Par contre, mais- attends, tu fais une fixation sur les tenues, il faut que tu arrêtes avec ça. Hein. C'est pas une histoire de tenue que les femmes se font violer. Je pense on pourrait justement contacter les 267 000 personnes. Ils vont pas se dire, je pense que les 267 000 personnes n'ont pas été, ils n'ont pas eu d'attouchement pour une histoire de tenue. Hein. Il faut que tu arrêtes avec cette Bah, fixation. il hein. joue à la provoque, je suis désolé. Non, mais t'arrêtes avec cette fixation. Je te dis que c'est pas une histoire de tenue. Et ça, Bien sûr. ça serait prouvé et ça Bien serait sûr. déclaré si c'est une histoire de tenue. Donc moi, je ne peux pas te laisser dire ça. Et je pense Bah, que les c'est- femmes, si s'il y a c'est des pas femmes qui nous prouvé, écoutent, c'est que je suis désolé. tu l'enquête fais une elle est- fixation avec les tenues vestimentaires, mais ça n'a rien à voir. Hors sujet. La seule chose qui est par Je contre fais pas choquante, c'est là où c'est choquant et on l'a dit une fois à la radio, c'est que des mineurs se mettent en mini-jupe. Oui, ça oui, on l'a dit. Mais de la côté, par contre, tu ne peux pas interdire à une femme de s'habiller comme elles veulent pour se sentir bien dans leur peau quand même. Faut quand même pas exagérer. Non, mais il y a des limites à la connerie aussi. Mais elles font ce qu'elles Faut veulent. arrêter. Mais elles font ce qu'elles veulent. Tu vas pas. Alors, Donc toi, tu t'habilles comme tu veux et les femmes n'ont pas le droit de s'habiller comme elles veulent. J'ai pas dit ça. Mais c'est pas parce que il y aurait moins de viols de femmes si elles s'habillaient moins en mini-jupe. Mais elles font ce qu'elles veulent. Je suis désolé. Eh ben, qu'elles viennent pas se plaindre si elles se font violer. Mais je te dis que c'est pas une histoire de tenue, c'est pas une histoire de tenue. Dis-moi quelque chose, c'est pas une histoire de tenue, j'espère. Bah, Mais non, c'est absolument pas une question de tenue. C'est une question que c'est un pauvre type qui veut juste agresser sexuellement une femme, c'est tout. Mais Il n'y a non, pas à je suis désolé. chercher midi à 14h. Bon, on va. Chaque fois. J'ai d'autres sujets. Il y a eu des menaces de mort sur la première radio LGBT du monde arabe et les résistances nous racontent. Alors, il y a une web radio LGBT qui pousse ses premiers cris depuis un studio d'enregistrement caché en Tunisie, malgré les menaces de mort. Donc, je leur fais un petit coucou à nos collègues, à nos collègues tunisiens. Donc, le président de l'association Shams, qui est à l'origine de l'initiative, nous explique. Donc, un fond noir et un petit lecteur intégré en son centre. Si la page d'écoute de Shams Rad est spartiate, il n'en est pas moins révolutionnaire. Donc, Shams Rad, c'est la première radio LGBT dans tout le monde arabe. C'est la première fois que c'est une grande première en Tunisie. Donc une citation qui dit: on a voulu la lancer après plusieurs émissions homophobes sur les médias tunisiens qui soit essayent de ridiculiser les homosexuels, soit invitent des imams pour prêcher la haine, proférer des farwas et dire qu'il faut défenestrer ou brûler les homosexuels. Donc c'est ce qu'a renseigné Mounir Batour, qui est le président de Shams, qui est l'association de lutte contre l'homophobie, qui a déjà lancé son propre magazine Shams Mag, distribué gratuitement et disponible en ligne, ainsi qu'à présent dans sa web radio. Donc sous le slogan dignité et égalité, Shams Rad émet depuis le 18 décembre
alternant musique traditionnelle et variété, témoignages et analyses politiques, chants soufis et musique internationale, vie sociale et vie culturelle, sans faire l'impasse sur le quotidien des femmes lesbiennes, transsexuelles, racontées par Amina Zboui, qui est ancienne activiste de Femen. Dès la première émission, l'équipe plante le décor. Donc en 2017, la Tunisie a connu 66 arrestations d'homos présumés et 196 hommes gays qui sont actuellement enfermés. Depuis la France, quand on clique pour la première fois sur lecture, on entend Dalida répéter « Laissez-moi danser, chanter en liberté ». La tirade sonne comme un pied de nez à l'État tunisien qui a essayé à plusieurs reprises de faire taire les militants de Shams. Depuis 2 ans que l'association milite pour la dépénalisation de l'homosexualité en Tunisie, donc qui est punie jusqu'à 3 ans de prison actuellement, je tiens à le rappeler, l'association a affronté plusieurs affaires au civil mais aussi au pénal pour attentat à la pudeur et incitation à la débauche. Et malgré ça, l'équipe de la web radio est déterminée à émettre comme prévu chaque jour de 8h du matin jusqu'à minuit, grâce au soutien financier de l'ambassade des Pays-Bas, auprès de qui ils ont remporté un appel à projet faisant la promotion des droits de l'homme. Les membres de Shams ont pu d'ailleurs recruter 5 animateurs, en plus du directeur de la radio, et comptent déjà gonfler leur équipe de 2 autres personnes. Donc on a créé notre propre studio d'enregistrement au sein du local de l'association, qui est bien sûr tenu secret à cause des risques d'attaques terroristes et d'agressions contre nos membres, dont certains d'ailleurs dissimulent leur identité derrière un pseudo. Donc il y a Mounir Batour qui ajoute auprès de Jeune Afrique que les autorités ont équipé le lieu d'un système de surveillance et que des policiers contrôlent l'identité des personnes souhaitant entrer dans l'immeuble. Donc au journal Tétu, il apprend que le directeur de la radio y est cloîtré jour et nuit à cause des risques qui pèsent sur sa sécurité. Depuis l'annonce du lancement de Shamsrad le 11 décembre, il a reçu plus de 4000 messages d'insultes et de menaces de mort. C'est quand même énorme, 4000. Hein. Ouais. Le directeur de programmation aussi, qui s'appelle Nidal Ziki, a reçu plusieurs menaces de mort. Il y a même eu une prêche du vendredi dans une mosquée de Monastir, sa ville natale, appelant à le tuer. C'est quand même incroyable. Donc hébergée sur le net, Shamsrad échappe au contrôle de l'autorité audiovisuelle tunisienne, mais elle n'est pas épargnée par la vindicte populaire ou religieuse, une affaire portée devant la justice par le Conseil national des imams et des cadres des mosquées qui vise à interdire la diffusion de la radio. Donc l'audience est fixée au 22 décembre, donc c'était le 22 décembre dernier, et on n'a pas de nouvelles sur ce sujet. L'aventure radiophonique pourrait prendre fin après seulement une semaine de diffusion, mais Mounir Batour est magnanime. L'avenir de Shamsrad dépendra de la justice. On ne sait pas si elle va suspendre la diffusion ou pas. Si nous sommes autorisés à continuer, nous sommes toujours la voix de la communauté LGBT en Tunisie et dans la région du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Quoi qu'il en soit, depuis la France et depuis notre émission, notre association, on leur transmet tout notre soutien, toute notre sympathie. C'est très courageux ce qu'ils ont fait, parce que c'est pas évident ce qu'ils ont fait. C'est très très courageux d'oser de faire une web radio contre la loi quelque part, parce qu'ils ont toujours une loi homophobe en Tunisie. C'est très courageux de leur part d'avoir fait ça. Très osé, et que moi je ne peux que féliciter leur courage. Je ne peux que respecter. Aref, tu voulais dire quelque chose aussi ? Non, je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est courageux, c'est très très courageux, et grand respect. J'espère qu'ils vont bien, surtout. J'espère qu'ils n'ont pas de problème. J'espère que la justice elle a fait son boulot en leur faveur, surtout. J'espère que c'est grâce à des pionniers comme ça que les situations se développent dans certains pays. Et que nous, par exemple, on a eu le droit au mariage, on a eu le droit au PMA, c'est grâce à ces pionniers comme eux qui ont le courage d'affronter la loi, tout ce qui est mis contre justement l'homosexualité, parce qu'il ne faut pas oublier que nous aussi, il y a encore si longtemps que ça, c'était encore considéré comme maladie mentale. Ça fait pas 200 ans que des personnes homosexuelles se faisaient interner dans des asiles psychiatriques pour se faire soigner. En tout cas, je leur transmets tout mon respect, et j'espère surtout qu'ils vont bien, qu'ils n'ont pas de problème. Ouais, j'espère aussi. Il faut rappeler qu'ils ont créé ça contre la loi. De toute façon, on donnera des nouvelles si on en a. J'espère qu'ils vont bien, qu'ils n'ont pas de problème. En plus, il y a eu des appels au meurtre. J'espère que je croise les doigts, et franchement, j'espère qu'il va bien. Voilà, je pense en tout cas très fort à eux, et quoi qu'il en soit, je soutiens complètement leur projet et leur combat, et je suis tout cœur avec eux, quoi qu'il en soit.
Donc voilà, un gros bisou de la part de notre pays. On pense à vous quoi qu'il en soit. Et puis il y a un autre pays qu'on va parler, on va parler de l'Inde. Alors l'Inde, il y a des millions de LGBT qui ont été suspendus à une décision de la Cour suprême. Sachez que la Cour suprême indienne a annoncé qu'elle allait réexaminer son avis de 2013 sur l'article 377 du Code pénal qui promet la prison à vie pour les relations contre l'ordre et de la nature. Alors ça, je pense que c'est plus une bonne nouvelle qu'on va vous parler. Donc la bataille juridique pour la décriminalisation de l'homosexualité en Inde connaît un tournant. Donc dans le viseur de la Cour suprême, c'est un article, le numéro 377, qui condamne les relations contre l'ordre de la nature depuis 1860 quand même. Elle date pas d'aujourd'hui celle-là, en pleine colonisation britannique. Donc quiconque a de son propre gré un rapport charnel contre l'ordre de la nature avec un homme, une femme ou un animal sera puni de prison à vie ou d'une peine d'emprisonnement dont la durée peut aller jusqu'à 10 ans et sera aussi susceptible de recevoir une amende. Donc ça, c'est la loi actuelle. Oui, mais bon, animal, moi je dirais quand même que la personne a un petit problème quand même psychologique. Oui, et puis bon, je pense qu'il faudrait pas interdire. Je pense qu'il faudrait continuer à interdire les relations avec les animaux, si je peux me permettre. Ça, il faut pas le bouger, par contre. Donc, en 2009, les associations LGBT et les ambassades saluaient le jugement de la Haute Cour de justice de New Delhi qui a invalidé l'article 377. Donc un jugement qui est cassé 4 ans plus tard, en décembre 2013, par la Cour suprême. Celle-ci estimait en effet que l'article 377 n'était en rien anticonstitutionnel et que seuls les actes commis étaient répréhensibles, c'est-à-dire la sodomie et la fellation, y compris pour les hétérosexuels. Quand même fort. Donc après plusieurs plaintes de personnes LGBT, la Cour suprême a annoncé le 8 janvier 2018, donc c'est tout frais, qu'elle allait réexaminer son jugement de décembre 2013, et entre-temps, le droit à la vie privée et à la liberté sexuelle a été élevé au rang de droit fondamental en Inde. Elle devrait rendre son avis avant le mois d'octobre. Alors on a encore de l'attente, mais c'est bien. Ça avance, ça bouge, c'est bien. Ça avance. Il y a de l'espoir, il y a de l'avancement, il y a... Voilà, il faut voir comment ça va finir. Alors, il y a un chiffre, ou pas. il y a un autre chiffre, un dernier chiffre qui va vous surprendre. Sachez que selon la NACO, l'Inde compte plus de 2,5 millions d'hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes quand même. 2,5 millions. Je sais que c'est un pays très peuplé, mais en tout cas 2,5 millions minimum, si je peux me permettre, ayant des relations sexuelles avec des hommes. Voilà. Donc à faire si vous là aussi, ça c'est plus une bonne nouvelle, une avancée qu'il va y avoir en Inde, qu'il va falloir encore patienter, mais une bonne nouvelle quand même. J'espère que ça ira mieux pour eux et que en fin de compte la loi sera promulguée de façon à ce qu'ils soient plus condamnés. Encore un autre pays, on va aller au Ghana maintenant. Donc Human Rights Watch qui montre la vie des LGBT au Ghana. Donc l'ONG Human Rights Watch alerte sur les violences subies par les LGBT ghanéens et encourage le gouvernement à retirer sa vieille loi anti-homosexualité. Donc les histoires glaçantes s'enchaînent. Donc sachez que Human Rights Watch a récolté plus de 100 témoignages de personnes LGBT pour réaliser cette étude de 72 pages intitulée, alors je suis désolé c'est en anglais, No Choice But to Deny Who I Am, Violence and Discrimination Against LGBT People in Ghana. Donc je vais vous dire en français ce que ça veut dire, c'est je dois nier qui je suis, violence et discrimination contre les personnes LGBT au Ghana. Voilà. Donc pour la population, être LGBT, c'est comme être possédé par un mauvais esprit qui porte malheur, commence une lesbienne. Une autre raconte qu'un message radiodiffusé appelait à son arrestation en reléguant la rumeur que la pénurie d'eau dans le village était due au fait qu'elle était une sorcière et qu'elle couchait avec toutes les filles de la communauté. Donc résultat de tout ça, c'est qu'un groupe d'hommes débarque en pleine nuit et la déshabille pour vérifier son sexe. Il la traîne dehors et verse de l'essence sur elle à proximité d'un feu de camp. Tous ceux sur qui je pensais pouvoir compter, ils étaient tous là. Le chef du quartier, le pasteur, les policiers, etc. J'ai compris qu'il n'y avait personne vers qui me tourner. Là, c'est la victime qui a parlé. D'autres encore racontent la privation de nourriture, les agressions à la machette par des membres de la famille. Les membres de la famille. Le fait de devoir vivre caché en permanence et le réconfort qu'ils et elles se trouvent dans la communauté LGBT qui représente une famille.
Alors, sachez que l'article 29 du Code pénal au Ghana, qui date de l'époque coloniale, établit que toute relation sexuelle autre qu'une relation pénis-vagin est un délit. Or, Nana Akufo-Addo lui-même, le président du Ghana, avait estimé en décembre 2017, donc le mois dernier, que l'homosexualité pourrait devenir légale, et si le peuple le réclamait, suscitant un mouvement de protestation de la part des autorités religieuses. Alors ça, ce n'est qu'entre parenthèses, ça, hein, pour l'instant, il n'y a rien de concret encore. Le rapport de Human Rights Watch constitue un moyen de pression pour exhorter le gouvernement ghanéen à décriminaliser l'homosexualité et à condamner publiquement les violences contre les personnes LGBT, ainsi qu'à poursuivre les responsables en justice. Sachez que l'ONG aussi rappelle que à la différence de ses voisins, le Ghana n'a pas pris de mesures ces dernières années pour durcir les sanctions à l'encontre des relations homosexuelles consenties ou pour pénaliser expressément les rapports sexuels entre femmes. Alors je ne sais pas, contrairement à l'Inde qui va vraiment bouger, le Ghana, pour moi, pour l'instant, il n'y a rien de concret et de clair sur ce sujet. Ça reste flou encore. N'empêche que ce qui se passe là-bas, c'est incroyable, parce que l'histoire que je vous ai racontée, et oui, nous sommes bien en 2018 et ça existe encore. C'est clair. Le problème, il est là. Et on est encore en 2018. Et regardez ce qu'il y a encore de nos jours. Après, voilà, on revient un petit peu sur l'humour. On comprend mieux pourquoi aussi on ne peut pas rigoler de tout avec ce qui se passe dans le monde, des fois. Ah ben c'est clair. Si nous, on rigole des homosexualités, alors qu'il y a des homosexuels qui ont encore du mal à vivre dans leur pays leur sexualité. Voilà, il y a aussi ce côté-là aussi qui est vraiment pas drôle et qui aussi pourquoi on est un petit peu dur aussi avec l'humour et avec certaines choses, tellement qu'il y en a qui vivent mal dans certains pays leur homosexualité. Donc... et qui sont malheureusement punis de mort, punis de prison, tout ça. Et franchement, par respect pour eux, c'est vrai qu'il faut aussi penser à eux. Il ne faut pas penser qu'à nous en France, il faut aussi penser aux autres pays du monde qui vivent vraiment des horreurs. Hein, mais en 2018, des horreurs pareilles. Déjà, la moindre chose, c'est que nous en France, on n'a pas trop à se plaindre de ça, même les pays européens. Il faut aussi penser à toutes les personnes, tous nos compatriotes et tous nos amis homosexuels du monde entier qui n'ont pas cette chance-là. Et qui je pense n'ont pas forcément de l'humour, si je peux me permettre. Non, c'est clair. Parce que leur vie, qu'ils vivent, parce que leur vie c'est une horreur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui l'humour n'est pas forcément totalement bienvenu, aussi par respect pour ces personnes. Elle veut quelque chose à rajouter? Non, je n'ai pas spécialement de quelque chose à rajouter, mais c'est vrai que quand tu vois que dans certains pays on viole des lesbiennes sous prétexte que ça va les faire devenir subitement hétéros, c'est aberrant. Il y a encore pas mal de choses à changer, pas mal de mœurs à changer. Et malheureusement, c'est vrai que bien qu'on soit en 2018, il y a encore pas mal de travail encore à effectuer. D'accord. Alors, autre sujet, on va parler d'une association que je connaissais pas, que je vais contacter de toute façon parce qu'ils sont comme nous, que j'apprends, et ça s'appelle l'association LCD. LCD, ça voudrait dire quoi pour vous, d'après vous? Et ça va vous paraître surprenant. LCD, ça veut dire lutte contre les discriminations. Eh ben, je découvre, voilà, on n'est pas les seuls à lutter contre les discriminations dans le monde, en France. Je tiens à vous dire, on n'est pas unique. Hein. Sachez que l'association LCD publie les résultats d'une enquête sur les LGBTI et la santé globale, notamment en milieu scolaire, dans le cadre de son colloque qui aura lieu les 18 et 19 janvier à Bordeaux. Donc si l'on a eu l'habitude depuis quelques années de lire des études sur la santé sexuelle et reproductive ainsi que sur les questions de psychiatrisation des personnes trans, une équipe de chercheurs s'est constituée autour de Johanna Dargorn et Arnaud Alessandrin, qu'on connaît bien, qui est le sociologue de Bordeaux, avec de nouveaux terrains à défricher, c'est-à-dire la santé scolaire des LGBTI et le rapport de la cancérologie, notamment des personnes trans, ainsi que la santé bariatrique, les divers enjeux et de poids. Donc ils se sont globalement intéressés aux discriminations dans les parcours de santé des LGBTI. Donc un colloque viendra rendre compte in extenso des résultats de cette enquête les 18 et 19 janvier prochains à Bordeaux, pour faire suite à celui sur la santé des personnes lesbiennes, gays, bi et trans qui s'est déroulé en mai 2017 à Paris et qui incluait des thématiques portant sur le vieillir, le sport ou la sérophobie notamment. On en avait parlé l'année dernière dans une actu. Donc menée auprès de 1147 personnes, cette enquête est très révélatrice de la distance qui sépare les LGBTI des soins, tant les occasions de discrimination sont nombreuses, que l'on soit trans, gay, dans le placard, donc des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, les HSH,
également les séropositifs, et qui sont aussi, ou parfois aussi trop jeunes pour parler de ces sujets à son médecin de famille ou à l'école, parce qu'on rappelle que le sujet, c'est les LGBTI au collège. Il faut quand même rappeler ça. Donc voici quelques enseignements, les premiers enseignements de ce sujet. Donc sachez que le collège est vécu comme lieu de tension pour les jeunes LGBTI. Est-ce que vous avez vécu ça quand vous étiez au collège ? Ouais. C'était dur de passer le cap du collège ? Ah, c'est moi, dur à le passer. cap du collège, ouais, moi je l'ai pas, ça m'a tellement marqué que j'en ai quitté l'école. Et toi, Eve, t'as eu de la facilité de passer le collège ou ça a été difficile ? Je crois que t'étais pas encore lesbienne à l'époque, non ? C'est ça ? Non. Ah, c'est pour ça. Donc toi, tu peux pas répondre à cette question en fait. Alors, le collège. C'est l'âge ingrat où toute différence, peu importe la différence, que ce soit une question de poids, d'orientation sexuelle, peu importe le sujet, tant qu'il y a un groupe qui se fait et qui choisit une tête de Turc, eh bien, il y aura toujours cette souffrance dans ces écoles-là, parce que il y a toujours cette recherche, malheureusement, c'est triste à dire, c'est l'âge ingrat, c'est l'âge où la différence fait peur, où on rejette la différence. Alors, le collège qui est vécu comme un lieu de tension qui s'intéresse à l'aspect global de la santé et donc au bien-être psychologique tout au long de la vie. Donc, le constat est sans appel, j'ai des chiffres. Sachez que près de 75% des sondés ont vécu pas bien ou plutôt pas bien leur année collège. C'est quand même dingue. Hein. Et moins de 9% des LGBTI qui ont été discriminés à l'école en ont parlé aux adultes présents dans l'établissement. En plus de la violence subie ou ressentie, c'est donc l'absence d'écoute qui fait mal. Donc personne, ou presque, pour évoquer les troubles alimentaires, la dépression, les angoisses, souvent en lien avec les discriminations de genre, d'identité ou d'orientation sexuelle. Les jeunes en parlent sur les réseaux sociaux, à des associations ou à des amis, mais pas à l'école. Le sentiment de discrimination est donc très ancien pour beaucoup, surtout chez les répondants de plus de 35 ans. Pour les plus jeunes, la situation semble s'améliorer. Donc c'est une difficulté accrue pour les personnes trans et intersexes, donc parce que c'est pire pour les jeunes trans et intersexes. On parle beaucoup des homosexuels, mais c'est pire chez les trans, donc qui ont d'ailleurs très mal vécu leur année collège. Sachez que près des 86% des personnes trans et intersexes interrogées se sont senties mal au cours de leur scolarité et 75% ont été mal à l'aise dans leur parcours de soins face à un médecin du fait de leur identité de genre. Une autre question qui se pose aussi, c'est sur les LGBTI et la santé. Est-ce que c'est le grand divorce entre les deux sujets ? Alors, j'ai plein de chiffres à vous dire là-dessus. Sachez que plus d'un LGBTI sur deux s'est senti discriminé dans son parcours de soins. On est d'accord. 77% des personnes LGBTI qui se sentent discriminées dans le soin n'en ont jamais parlé. Moins de 2% des personnes qui se sentent discriminées dans les soins engagent ou pensent à engager une démarche de dépôt de plainte. 40% des personnes LGBTI n'ont jamais parlé de leur identité de genre ou de leur sexualité durant leur parcours de santé à des professionnels de santé. Et enfin, plus de 70% des personnes LGBTI ne sont pas ou peu accompagnées durant leur démarche de santé. Voilà ce que je voulais vous communiquer comme chiffre. Ça vous choque ce que je vous dis ou pour vous c'est logique ? Pour moi, je trouve que c'est malheureusement le reflet de la triste réalité comme j'ai dit tantôt, on a beau être en 2018 actuellement, c'est pas pour autant que les mœurs changent, c'est pas pour autant que ça évolue autant que les années. D'accord. Donc ça... Bon. Comme quoi, on a beau être en 2018 et pourtant on se sent toujours mal d'être au collège. Après, il faut se mettre à la peau d'un jeune. C'est pas évident de dire, c'est pas évident, un jeune de 13-14 ans cherche encore sa sexualité, où il en est, tout ça. Il y en a plein qui l'assument totalement, qui sont tout ça, et plein qui ne le disent pas, plein qui ont peur des conséquences de ses camarades, des réactions des profs, tout ça. Il y en a qui gardent pour eux pour éviter des représailles et des insultes, etc. C'est dur d'être. C'est dur. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on n'a pas posé ce genre de questions. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est plus facile à un jeune de vivre son homosexualité qu'il y a 20 ans que nous on a vécu il y a 20 ans Ça n'a pas changé. Est-ce que vous pensez que ça a évolué ou est-ce qu'au contraire, ça n'a pas changé ce contexte ? Ça n'a pas changé ce contexte-là. Tu penses toi aussi, Ève, que c'est toujours aussi difficile aujourd'hui à un jeune de vivre sa sexualité ? Et voire pire.
C'est pire. À cause de... Oui, j'en sais rien, mais je pense pas que ce soit forcément meilleur. Dans le sens que, moi, je suis désolée, mais moi, quand je prends le bus, déjà, j'ai plein de réflexions, j'entends plein de réflexions de garçons qui descendent en moi, qui a une école, là, ici, pas loin de chez moi, où j'ai appris la langue des signes, d'ailleurs. Ils se disent plein d'insultes homophobes, mais comme s'ils disaient passe-moi le sel, quoi. Bien sûr. En plus, c'est le genre. T'es rien que tapette, t'es rien qu'un PD, tu vois. Eh bien, je vois. Ah, et ça existe encore aujourd'hui. J'en ai encore entendu, même dans notre propre ville, figurez-vous. J'ai entendu, tiens, PD, tapette. J'ai entendu ça encore. C'était dans la semaine, figurez-vous. J'ai entendu ça. C'était à côté, c'était sur notre place. Il y avait des jeunes, parce que l'école a repris cette semaine. Qu'il y a des jeunes qui circulent tout ça. Salut, tapette, tout ça. J'ai dit, attendez, mais c'est un truc de fou, quoi. Des jeunes qui disent ça. Encore aujourd'hui, et qui disent ça, comme tu viens de dire, Eve, qui disent ça, comme s'ils faisaient une recette de cuisine. Oui, c'est ça, quoi. Et puis, non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ça. Alors après, il faut pas s'étonner pourquoi un jeune a encore du mal je pense qu'il assume totalement ce qu'il est, mais il a du mal à le dire, à faire son coming out quelque part à ses camarades à l'école, tout ça, tellement qu'il a peur derrière des représailles, des insultes, des rejets, etc., et tout ce qu'on et puis des violences. Il faut quand même pas l'oublier aussi. Et puis on ne sait pas aussi pour les parents, j'en sais rien, etc. Donc est-ce qu'aujourd'hui c'est la question qu'on se pose, est-ce qu'aujourd'hui c'est facile pour un jeune de vivre son homosexualité? Moi je dirais non. En plus avec tout ce qui se passe en ce moment avec la manif pour tous, etc. Avec tout ce qu'on sait, les insultes homophobes qu'il y a eu ces dernières années, je pense que ça doit être difficile aujourd'hui. Ça doit être encore plus dur. Et si je crois qu'il me semble qu'il y a 20 ans il n'y en avait pas autant de choses. Hein. Non. L'homosexualité n'est pas évident d'en parler, mais on n'avait pas autant de haine aujourd'hui. Il y a 20 ans, il n'y avait pas autant de haine qu'aujourd'hui, qu'il y a en 2018, c'est ça que je veux dire. C'est clair. Il y aura toujours des homophobes, mais c'était pas aussi violent il y a 20 ans. Alors qu'aujourd'hui, je pense que c'est encore plus compliqué à un jeune de dire qu'il est homosexuel, parce que tellement que la haine a augmenté, les haines homophobes ont augmenté, c'est encore plus compliqué. Est-ce que vous avez des conseils à recommander aux jeunes aux jeunes LGBT qui traversent cette période, qui traversent ce parcours? Est-ce que vous avez des conseils à leur faire? Oui, ne pas rester seul. Dans quel sens? Ne pas rester seul, ne pas s'isoler en pensant qu'il n'y a personne qui va les comprendre, que personne ne va les soutenir. S'ils n'ont pas de soutien dans la famille parce qu'ils sont homophobes, s'ils n'ont pas de soutien à l'école, parce que maintenant il y a des structures psychologiques et autres dans les écoles, qu'il y a 20-25 ans il n'y avait pas. Il faut qu'ils se tournent vers des personnes. Il y a toujours quelqu'un, une association, il y aura toujours quelqu'un proche de chez eux. Il faut qu'ils se renseignent, mais ils ne peuvent pas rester seuls comme ça. Ils ne peuvent pas rester seuls avec, je veux dire, déjà un ado. Déjà difficile, on a déjà un mal-être. Il faut se rappeler quand nous on était déjà ados, on avait notre mal-être parce que voilà, on se posait plein de questions et en plus si on est considéré déjà comme ayant une orientation sexuelle hors norme par les autres, c'est catastrophique pour le jeune. C'est, je veux dire, destructeur. Donc ne pas rester seul, se renseigner. Si maintenant ils peuvent avoir une aide de la famille, une aide de l'école, de ne pas hésiter d'y aller, de ne pas rester seul comme ça. Alors, donc, est-ce que vous comprenez, est-ce que vous recommandez aux jeunes de garder leur sexualité pour eux à l'école? C'est pas une honte. C'est pas. Il faut arrêter. Moi, je dis pas qu'il faut le lancer au nez de tout le monde comme ça. Je dis simplement que être homosexuel n'est pas plus honteux que être hétérosexuel. Quand une jeune fille de 16 ans veut sortir avec un garçon, personne ne va aller l'emmerder en disant oui mais pourquoi tu vas sortir avec ce garçon-là. Donc un garçon qui sort avec un autre garçon, je ne vois pas pourquoi il devrait être plus honteux, avoir peur de montrer l'amour qu'il éprouve pour son petit copain. Pareil que pour une fille.
il n'y a pas de honte, il n'y a rien de malsain, et il n'y a rien de, je veux dire, contrairement à d'autres, ce qu'on dit, il n'y a rien de contre nature, c'est tout à fait naturel, et c'est tout à fait humain. Je pense que tout est dit. Je pense qu'il n'y a rien à rajouter. Ce qu'elle Non, c'est clair. Je pense que tout est dit. Merci Eve pour ce que tu viens de dire. Je pense que j'ai rien à rajouter en fait sur ce coup-là. Moi non plus. T'as tout dit sur ce coup-là. Et donc il y a un dernier sujet. On va finir là-dessus. Donc 30 députés républicains qui associent pédopornographie et mariage pour tous. Et c'est reparti pour un tour. Nous sommes en 2018 et ça continue encore et encore. Ce n'est que le début. D'accord. Donc c'est une proposition de loi qui choque jusqu'à l'un de ses signataires même. Donc maladresse ou volonté de détruire encore une fois le mariage pour tous. Donc c'est récent, ce que je vous dis. SOS Homophobie avait demandé le retrait de la proposition de loi, ce que selon nos informations, les députés républicains s'apprêtent à faire. Donc après les propos choquants du responsable des jeunes avec Vauquier, vous savez, on en a parlé à la dernière émission de cette histoire. C'est au tour des députés de provoquer la stupeur et le malaise. Donc, c'est avec l'ambition de protéger les enfants que le député et les républicains Daniel Fackel a déposé une proposition de loi à l'Assemblée nationale le 24 octobre dernier, signée par une trentaine de députés sur 98 républicains. C'est quand même 30 sur 98 quand même. Donc, la protection de l'enfant appelle une réforme digne de ce nom, visant à réparer et améliorer notre législation, et à la fois lacunaire et désormais incohérente, et à introduire aussi enfin les droits fondamentaux de l'enfant et ses corollaires de nos droits. Donc le texte cherche à inscrire l'intérêt supérieur de l'enfant dans le code civil et à enlever tout ce qui lui semble contraire. L'enfant n'est plus suffisamment protégé par nos droits. Il est temps d'inscrire dans le Code civil français les droits de l'enfant proclamés par la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant et confortés par des conventions internationales et autres textes européens. Donc, on devine une volonté de rappeler que la famille est avant tout hétérosexuelle et binairement composée d'une femme et d'un homme. Les familles homoparentales sont niées par le texte et presque combattues. Les dispositions proposées offrent notamment les progrès suivants. Donc la première disposition, c'est consécration des modèles clairs, structurants et positifs, bon père et bonne mère de famille, prise en compte des besoins spécifiques de l'enfant à l'égard de ses pères et mères, prise en compte des besoins de stabilité de l'enfant dans son cadre de vie, introduction de modèles de respect et de non-violence en droit de la famille. Deuxième disposition, c'est la clarification de la responsabilité des pères et mères. Les devoirs et responsabilités des adultes à l'égard de l'enfant sont soulignés et renforcés. Donc le mariage pour tous est dans la ligne de mire dans tout ça. Forcément, c'est ce qu'il fallait s'y attendre. Donc ils veulent corriger les incohérences actuelles du droit français qui impose les mesures suivantes, en déplaçant le mariage des personnes de même sexe dans le Code civil, de façon à clarifier le lien entre filiation et mariage du titre 5 du livret 1er. Ils veulent aussi déplacer le mariage des personnes de même sexe dans une partie du Code civil qui ne sollicite pas la filiation. Et c'est aussi la traduction en proposition de loi des volontés fillonistes et vauquiésiennes, issues de la Manif pour tous, bien sûr, et les logiques, et d'une vision ultra-conservatrice de la famille, un souhait renouvelé de revenir surtout sur le droit à l'adoption plénière par les deux parents homosexuels. Les députés républicains proposent également de rajouter un alinéa au début de l'article 310 du Code civil qui dit sur la filiation qui rattache l'enfant à son père et à sa mère, et de modifier l'article 343-1, que l'adoption peut être demandée par un homme et une femme mariés depuis plus de 2 ans, non séparés de corps, et ainsi aussi que l'article 371-1-1, l'autorité parentale est en effet de la filiation, elle appartient au père et mère de l'enfant à compter de l'établissement de la filiation. Voilà ce qu'il veut faire. Autrement dit, une mère porteuse éventuelle ou un père donneur de sperme aurait l'autorité parentale sur l'enfant. Dans tout le Code civil, les députés proposent de remplacer le mot parent par père et mère, qui avait été modifié en 2013 sur la loi Taubira du mariage pour tous, dans 74 articles. La neutralité du genre des personnes qui jouissent de l'autorité parentale est donc aussi leur bataille principale. Ils souhaitent remplacer les mots d'une personne raisonnable par les mots d'un bon père et d'une bonne mère de famille. Oh putain, bon courage. Hein. Et ils veulent aussi changer le premier de l'article 1728, le mot raisonnablement, par les mots en bon père et en bonne mère de famille. Donc la troisième proposition du texte s'intitule « Protéger l'enfant contre toute forme de violence et abus », qui le disent, et notamment contre les abus sexuels, l'exploitation sexuelle, les violences et atteintes à sa personne, ça c'est différent ça. Mais ce qui choque à la lecture, ce sont les termes employés. À quelques mots de la mention du mariage entre personnes de même sexe qui se trouve imprimé le besoin de renforcer la loi quant aux pratiques liées à la pédopornographie qui, selon elle, est sur le... Alors là, ce qu'ils disent,
Mieux protéger l'enfant est possible. Voilà ce que les républicains disent. Hein. Mieux protéger l'enfant est possible, tout d'abord par la transposition des textes internationaux, en particulier la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, la Convention de La Haye sur l'adoption, ainsi que les directives européennes, en particulier celle de la pédopornographie. Bon, de mieux en mieux. En second lieu, et corrélativement, par la correction des incohérences de notre droit, qui tiennent par exemple à ce que le mariage entre personnes de même sexe, je vais y arriver, ça fait 4h30 qu'on est là quand même, hein, entre personnes de même sexe qui étaient mal placées dans le code civil. Donc sachez que ces 31 députés, 31, ont donc signé une proposition de loi qui établit un lien de corrélation qui ont la même origine, mais dont l'un ne découle pas forcément de l'autre, donc entre pédopornographie et mariage homosexuel. Si elle n'a que très peu de chances d'être examinée par l'Assemblée, et tant mieux, heureusement, et encore moins d'être adoptée, ça c'est clair, parce que je compte largement sur la République En Marche là-dessus, elle témoigne du logiciel intellectuel qui fait pour une partie de nos élus républicains le lien entre des couples homosexuels unis devant la loi et le danger pour les enfants. On ne comprend pas quel rapport de cause à effet il y a entre la pédopornographie, qui est un délit, et le mariage légal entre deux personnes de même sexe, ça c'est clair, qui est désormais un droit, mais cette proposition est l'occasion pour les députés d'englober toutes leurs craintes sans hiérarchie et de s'attaquer encore une fois au principe de la loi Taubira. Si la lutte contre l'exploitation sexuelle et la pédopornographie est essentielle, l'amalgame fait avec le danger représenté par les variations de filiation qui est très choquant. Monsieur le Président, oui. Y a une réaction sur le chat de YouTube. Oui. Donc, c'est bonsoir, je suis engagé par En Marche pour poser des questions aux organisateurs d'émissions bien pesantes. Avez-vous quelques minutes? Alors pas tout de suite parce qu'on est en direct, mais après oui, il n'y a pas de souci. Mais là on est en plein direct, donc en plus on n'est pas loin de la fin de l'émission, donc dans quelques minutes on pourra répondre à toutes les questions qui seront posées. Dans quelques minutes c'est possible. Ou sinon qu'ils me contactent par mail sur le mail de l'association, ça ira plus vite. Justement on vient de réaction sur ça. Heureusement, de toute façon, c'est un texte qui va pas. Mais bon, voilà, ça explique encore l'esprit des Républicains sur le sujet du mariage pour tous. Pas tous, pas tous les Républicains. Encore la manif pour tous, hein, de toute façon. Et puis il fallait s'y attendre avec Laurent Wauquiez à la tête. Des Républicains. Manif pour tous, hein. Non, mais avec Laurent Wauquiez à la tête des Républicains, je ne suis pas surpris de voir tout ça en fait. Ah, mais moi non plus. Hein. On en avait parlé en décembre avec Laurent Wauquiez, avec lui à la tête, il fallait s'y attendre à ces genres de choses venir. Et puis c'est pas fini. Et ce n'est pas fini. Et c'est pas fini encore. C'est pas fini parce qu'il y a la PMA qui va arriver. Hein. Donc vous allez voir. Il va encore trouver encore. Oh mais c'est pire que ça, c'est que c'est la PMA et vous allez voir la manif pour tous qui va réagir. 2, vous allez voir Laurent Wauquiez qui va réagir. Vous allez voir cette année, ça va être une année, ça va être corsé encore cette année avec la PMA. Bah ça va être encore des combats qui vont être durs à mener. Et puis ça me surprendrait pas de voir Laurent Wauquiez dans les cortèges de la manif pour tous. Ah bah ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas. Bon. On a fini le sujet, je suis désolé pour le retard, je vous ai prévenu en début d'émission qu'on serait un peu plus long que prévu. Il est 19h38, on va finir l'émission du jour. Ève, est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour finir? Je dirais simplement que l'amour n'a rien de répugnant, n'a rien de contre-nature, que ce soit hétérosexuel, homosexuel. On a tous le droit d'aimer, on a tous le droit d'avoir une famille, d'avoir des enfants, et ce n'est à personne à dire si c'est nature ou contre-nature. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr. Choisis pas sa couleur de peau, encore moins les tourments hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dis-donc pas que chaque homme est égal. Choisis pas sa couleur de peau, encore moins les tourments hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dis-donc pas que chaque homme est égal. Voilà, c'est fini. À très bientôt.